Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode du Simcast avec Monsieur Lachassagne et Monsieur Peugeot. Dans l'épisode précédent, nous avions présenté le fonctionnement et l'intérêt des retenues de substitution. Aujourd'hui, nous allons parler du point de vue des opposants à leur construction, notamment à celle des méga-bassines. Alors Monsieur Peugeot, quels sont les principaux arguments contre ces projets que vous pouvez nous présenter ? Les principaux arguments des opposants, ils s'articulent en plusieurs points. Il y a déjà assez généralement une conception qu'on peut considérer comme faussée de la vision du cycle de l'eau, si on se place à une échelle très globale. C'est cette idée qu'on cherche à valoriser de l'eau qui serait perdue. En fait, si on raisonne par rapport au cycle de l'eau, il n'y a pas d'eau perdue. L'eau qui s'écoule d'une rivière vers la mer, elle a un rôle. Elle apporte des nutriments, par exemple. Les nutriments qui servent à la vie marine, ils viennent du continent, de tout ce qui est charrié par les rivières et les fleuves. Et ça sert aussi, ça intervient aussi dans les courants marins. À cause des contrastes de salinité, quand on ajoute de l'eau douce dans de l'eau de mer, il y a tout un tas de mécanismes physiques qui se mettent en route. Et ça a un lien avec le climat local et le climat global. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'eau perdue. Et l'eau qui coule dans une rivière ou qui coule dans une zone humide ou l'eau qui s'infiltre dans un sol et qui recharge une nappe phréatique, c'est pas de l'eau perdue parce qu'elle a un rôle, elle recharge des compartiments du cycle. Donc il y a cette vision un peu utilitariste, simpliste, qui est centrée uniquement sur les usages humains et qui voudrait que finalement une eau qui n'est pas utilisée par l'homme, finalement elle n'a aucun intérêt. Alors un second point relève de ce qu'on appelle la maladaptation. Alors il y a un assez large consensus des scientifiques sur ce point de maladaptation. Qu'est-ce que ça veut dire maladaptation ? C'est en quelque sorte une solution qui paraît une bonne idée a priori, mais quand on y réfléchit bien, finalement c'est pas une si bonne idée que ça. Et donc je vais vous donner quelques arguments de ce point de vue-là. Donc comme l'a expliqué Patrick, les retenues de substitution, ça sert à sécuriser la ressource. Donc on va pomper quand l'eau est abondante, et puis la prolonger jusqu'en été quand on en a besoin de s'en servir. Donc ça marche bien, dans la mesure où on est capable de les remplir. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'hiver trop sec ou de limitation de prélèvement par les autorités ? Par exemple, le cas des Pyrénées-Orientales, en 2022, il n'y a quasiment pas plu de toute l'année. Et donc s'il y avait eu des bassines dans cet endroit-là, on n'aurait pas pu les remplir de toute façon. Et ces situations d'aléas, finalement, vont devenir de plus en plus probables avec le changement climatique et les changements des régimes des précipitations. On a l'impression que ça sécurise, mais finalement, ça rend plus vulnérable aux aléas. Ça, c'est typiquement un exemple de maladaptation, parce qu'en fait, quand on investit dans ces ouvrages, on concentre beaucoup de financement, et donc on n'investit pas dans des plans B. Donc l'agriculteur qui compte sur sa bassine et qui peut pas la remplir, il n'a pas de plan B. Si on va un petit peu plus loin, on peut parler de verrouillage technologique, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte emprisonné dans ce système qui a concentré des investissements qui doivent être rentabilisés sur le long terme, donc plusieurs dizaines d'années. Et les opposants à ce genre d'ouvrage parlent de fuite en avant. Donc vous venez de nous présenter deux arguments contre les méga-bassines, plutôt en lien avec le cycle de l'eau. Est-ce qu'il y aurait d'autres types de critiques émises sur ces projets ? Alors au-delà de cette question de maladaptation, il y a la question de savoir, cette eau qu'on utilise, elle est utilisée pour qui et pour faire quoi ? Alors pour qui ? Un gros argument des opposants, c'est que en fait, cette eau, ça revient à accaparer une ressource par une minorité d'acteurs avec des ouvrages qui sont financés principalement sur fonds publics, donc les agences de l'eau, les collectivités locales comme les départements ou les régions et parfois l'État. Le deuxième point, c'est pourquoi on utilise cette eau. En fait, qu'est-ce qu'on produit avec cette eau ? Est-ce que c'est de l'eau qui va servir à des cultures d'exportation, à des cultures pour l'alimentation animale ? Par exemple, en France, 50% de la production de maïs, c'est pour faire de l'aliment pour le bétail. Alors, si l'irrigation est nécessaire de l'agriculture, ça c'est indéniable. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser une ressource qui potentiellement est en raréfaction sur un territoire pour alimenter des exportations de production sur des marchés mondiaux, alors qu'il y a éventuellement des besoins locaux sur le territoire. Une posture alternative à ça, ce serait d'essayer de réduire la dépendance à l'irrigation en changeant les pratiques, et au lieu de maximiser la ressource pour des besoins qu'on ne questionne pas, adopter la posture inverse et essayer d'adapter les usages à la ressource disponible. Et privilégier la ressource en eau qui est par essence quelque chose qui est local, pour des besoins locaux, les besoins du territoire et sa souveraineté alimentaire.
Mais du coup, que peuvent faire les agricultrices et les agriculteurs pour s'adapter et anticiper le changement climatique et les potentiels manques d'eau sur le territoire? Alors il se trouve qu'il y a plein de solutions qui existent déjà, qui sont testées à petite échelle, qui sont testées aussi dans d'autres pays et qui relèvent de ce qu'on nomme en gros l'agroécologie. Donc c'est pas un gros mot, c'est quelque chose de très sérieux. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont évalué l'agroécologie. Et donc c'est par exemple choisir des variétés qui consomment moins d'eau, des variétés qui ont un intérêt pour le territoire, comme je disais tout à l'heure, et puis mettre en œuvre des pratiques agricoles qui vont permettre de stocker l'eau localement dans les sols, avec des systèmes de haies, des pratiques de non-labour, tout ce qui va consister à ralentir l'écoulement de l'eau. Et un gros point, c'est de travailler sur les sols, qui sont un peu l'oublié de l'agriculture intensive. Avec des sols vivants et des sols perméables, il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent quasiment d'eux-mêmes. Est-ce que vous avez un dernier point à ajouter sur ce sujet des opposants aux mégabassines? Alors je voudrais quand même pas donner l'impression que les opposants finalement incriminent les agriculteurs. Il y a une grande majorité des agriculteurs qui vivent mal de leur travail, on voit ça tous les jours. Mais en fait, c'est pas la question des agriculteurs eux-mêmes, mais plutôt du système. Et les retenues de substitution, en fait, c'est une manière de pérenniser ce système agricole productiviste qui va impliquer notamment donc tout ce que j'ai expliqué, et aussi l'usage d'intrants agricoles, donc des engrais, des pesticides, qui donc maintenant il y a plus de doute sur le sujet. Ces pratiques-là dégradent la qualité des milieux. Et donc ça, c'est un point important aussi mis en avant par les opposants aux retenues de substitution. En guise peut-être de synthèse de l'ensemble des éléments qui ont été apportés, il me semble que l'on voit bien qu'il ne s'agit pas que d'un problème d'hydrologue en fait. On voit qu'il s'agit de problèmes physiques d'hydrologie, comment on transfère les flux d'eau depuis la pluie jusqu'à la mer finalement, et est-ce qu'on retient d'une manière ou d'une autre cette eau sur le territoire. Mais c'est aussi et surtout des problématiques socio-économiques et environnementales. Donc de prendre en compte les interactions entre le cycle de l'eau, les humains, et puis aussi l'environnement qui est représenté par les humains, parce que malheureusement l'environnement ne peut pas s'exprimer tout seul. Si vous voulez en savoir plus sur la thématique de l'eau, vous pouvez continuer à suivre nos échanges avec Monsieur Lachassagne et Monsieur Peugeot pour notre dernier entretien sur notre chaîne YouTube Les Ateliers Lidosophiques et sur le CIMOC.